Bienvenue dans le niveau 24 de la série Ethernote appelée Puzzle Wallet. La consigne de ce niveau est de devenir l'admin du contrat Puzzle Proxy. Pour cela, le site nous donne deux indices plutôt, c'est-à-dire comprendre le delegate call et comment il marche, ainsi que bien comprendre comment message.sender et message.value se comportent lors d'un appel avec le delegate call. Le deuxième indice qu'il nous donne est de de bien connaître le proxy pattern. Donc, ils n'ont pas mis de lien, mais moi, dans la notion que j'ai fait, si tu veux, j'ai mis un lien pour accéder au proxy pattern dans l'indice numéro 3. Et ensuite, mes 2 autres indices sont, comment le delegate call est-il utilisé? Donc ça, c'est un peu similaire à l'indice du site. Et l'indice numéro 2, c'est de regarder comment encoder un appel de fonction. Voilà, donc j'espère que ces indices-là vont réussir à t'aider à résoudre ce niveau. On va donc passer maintenant à la solution. Mais pour cela, il faut d'abord que je t'explique comment fonctionne le proxy pattern. Donc, si tu cliques sur le lien ici, ça te mettra sur le site d'OpenZeppelin du coup. On peut voir que, enfin, ils nous disent que le proxy upgrade pattern a été inventé parce que souvent, quand on fait des logiciels, on a besoin de les mettre à jour régulièrement. Et comme la blockchain est de base immuable, c'est-à-dire que si tu déploies un contrat intelligent sur la blockchain, tu peux pas le modifier. Bah, ça pose des problèmes parce que parfois il peut y avoir des failles qui doivent être corrigées dans ce contrat-là. Donc le upgrade pattern permet de finalement mettre à jour les versions déjà déployées sur la blockchain de ton contrat intelligent et ainsi continuer à l'améliorer au fil du temps. Donc sous forme de schéma, ça donne ça. Donc en fait, on a un proxy qui va déterminer quel contrat, quelle version du contrat est la bonne. Heu, par exemple, imaginons que tu aies un contrat qui s'appelle, dex.sol, donc c'est un échange décentralisé, enfin qui permet de faire qui permet de faire un échange décentralisé et en fait, tu te rends compte que, ce contrat a une faille de sécurité, du coup, tu vas devoir le mettre à jour. Donc tu vas faire un nouveau contrat, dex.sol et en fait ouh et en fait, comme ils le disent, juste ici, ah, j'ai mal mis sol. En fait, ça va être du coup la version numéro 2 de ton contrat intelligent et le proxy, lui, il va plus pointer vers dex.sol, mais il va pointer vers dex.2. Ça veut dire que quand tu vas faire une transaction, tu vas effectuer la transaction d'abord vers le proxy, puis le proxy va décider quelle, quelle implémentation, donc quel contrat d'implémentation euh, est le dernier finalement, est le bon, et donc il va te rediriger vers ce contrat-là. Voilà, donc moi j'ai mis ça sous forme de nouveau contrat, ancien contrat dans mon schéma. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup cette partie-là est appelée partie logique ou partie implémentation. Donc ça s'appelle le contrat proxy, et ça s'appelle le contrat d'implémentation. Voilà pour le proxy upgrade pattern. Maintenant, on va voir comment fonctionne le delegate call. Je l'ai pas dit lors de mes explications du 1. En fait, le pattern proxy permet d'appeler le nouveau contrat intelligent avec le delegate call plutôt qu'avec qu'un call normal. Et un delegate call, ça peut être résumé de cette façon. Ça va utiliser le contexte du contrat appelant. Donc ça veut dire que là, imaginons que j'ai un OOA, donc c'est-à-dire un compte externe, ça peut être toi par exemple, qui appelle le proxy. Le proxy, euh, par définition du coup, va appeler le contrat intelligent d'implémentation avec le delegate call, ce qui signifie que le contrat intelligent implémenté va utiliser le stockage, donc le contexte en général du proxy. Donc il utilisera le stockage du proxy, son message.sender, la valeur de son message.sender et la valeur de son message.value. Prenons par exemple deux variables, honor et max balance, qui sont dans le slot 1 et 2 du contrat intelligent implémenté. Étant donné qu'on a fait un delegate call, les deux valeurs de ces variables seront en fait une référence au slot, euh, au slot correspondant. Ça veut dire que là,
owner qui est au slot 0, en fait, sera une référence au slot 0 du proxy, c'est-à-dire aura la même valeur que pending admin. Et ça marche aussi en opération d'écriture si tu modifies owner du slot 0 sur le contrat intelligent implémenté. À cause du delegate call, ça va modifier le slot 0 du contrat proxy, c'est-à-dire de la valeur de la variable pending admin. C'est la même chose pour admin et max balances. Maintenant, pour message.sender et message.value, c'est la même chose, ils auront juste la valeur de message.sender et message.value du proxy. Donc, en résumé, le delegate call préserve le contexte, c'est-à-dire que le stockage, le solde et l'adresse actuelle du contrat référencent le contrat proxy. En fait, on va voir que, enfin, je l'ai pas dit juste avant, mais le solde ici du contrat intelligent implémenté, en fait, sera le même que le solde du proxy, parce que euh, parce que c'est comme ça que ça marche. Bon, j'ai fait un petit cut parce que j'étais pas sûr de ce que j'avais écrit ici, mais en fait, ça, c'est bon. Donc, si tu veux regarder euh, la justification, c'est ici. Voilà, de Stack Overflow, je te laisse lire et mettre en pause la vidéo. Mais en gros, ce que ça dit, c'est, enfin, ce que j'avais écrit ici, c'est quand tu fais adresse de 10 dans le contrat intelligent implémenté avec un delegate call, ça te mettra pas l'adresse de ce contrat-là, mais l'adresse de ce contrat-là, c'est-à-dire le contrat proxy. Donc ça veut dire que même l'adresse actuelle du contrat est déléguée. Enfin, référence du coup les valeurs du contrat proxy. Voilà pour les explications du delegate call. On va donc passer maintenant à la suite en faisant une analyse du code. Donc je vais t'expliquer comment fonctionne le code, surtout cette partie-là qui est assez complexe. Donc tout d'abord ici on peut voir que le contrat puzzle proxy hérite de upgradable proxy. Et upgradable proxy, alors je l'ai pas trouvé dans sur OpenZeppelin, sur la documentation d'OpenZeppelin, mais en gros, euh, upgradable proxy va implémenter ici la fonction nécessaire à faire comment dire, à faire ce que j'ai montré dans le schéma ici, à faire ce côté logique et choix de l'implémentation. Et ce choix est en fait fait grâce au bout de code ici dans les explications du proxy upgrade pattern de OpenZeppelin. Voilà, ensuite, ici, il y a cette ligne-là. Alors, cette ligne, pour moi, est inutile parce que dans la documentation Solidity, ils disent que depuis la version 0.8.0 et plus, ABI encodeur V2 est de base par défaut, enfin, et par défaut, du coup, comment dire, est par défaut implémenté, en fait, dans le contrat. Donc, pour moi, cette ligne est inutile, mais bon, je sais pas trop, du coup, ce que ça fait. Ensuite, on a, du coup, deux adresses, dans la première variable pending admin et dans la deuxième variable admin. Puis il y a le constructeur qui permet de prendre trois paramètres, c'est-à-dire la valeur de admin, la valeur de l'implémentation, ainsi que une variable en byte qui s'appelle initData. Et ensuite on met la valeur de l'implémentation et de initData en paramètre du constructeur upgradable proxy. Donc ça permet de définir l'implémentation actuelle du proxy et d'exécuter une fonction lors de l'initialisation du contrat proxy. Ensuite, il y a un modifier onlyAdmin qui permet d'exécuter une fonction que si le message.sender est l'admin et qui est sur ces deux fonctions ici, approve new admin et upgrade to. Maintenant, il y a une fonction externale, donc c'est-à-dire qui peut être utilisée par tout le monde et qui permet de proposer un nouvel admin, donc propose new admin, en prenant un paramètre le nouvel admin et en définissant la valeur de pending admin par cette valeur du paramètre. Ensuite, il y a
la fonction approve new admin qui prend en paramètre l'expected admin et qui permet de définir le nouvel administrateur si le pending admin n'a pas changé, c'est-à-dire que l'administrateur en attente de validation est l'administrateur attendu. Et enfin, il y a la fonction upgrade to. Donc ça, c'est ce qui permet de mettre à jour le contrat d'implémentation. Donc si je retourne dans mes schémas, c'est ce qui permet de changer l'ancien contrat vers le nouveau contrat. Enfin, changer le lien ici. Donc ça va plus faire ce lien, mais ça va passer par là, comme ça. Voilà pour le premier contrat. Maintenant, on va passer au contrat Puzzle Wallet. Donc on peut voir qu'il y a 4 variables. La première qui est le owner, la deuxième la max balance, donc le solde maximum du contrat sur un UI 256. Et enfin, on a 2 mappings. Le premier mapping qui est la liste des personnes whitelisted. Donc si une adresse a comme valeur associée 1, ça veut dire qu'elle est sur la liste blanche, sinon ça veut dire qu'elle est pas sur la liste blanche. Et ensuite le solde de chacune des adresses du contrat intelligent, enfin le solde de chacune des adresses que le contrat intelligent a. Ensuite, on a une fonction init. Alors en fait, les proxys ne permettent pas de définir un constructeur. Ça veut dire que sur ton contrat d'implémentation, tu peux pas avoir de constructeur. C'est pour ça qu'il y a une fonction init. Comme tu peux le voir dans la documentation, donc du coup pareil de OpenZemplin sur le proxy upgrade pattern. En gros, ça dit qu'on peut pas exécuter, enfin on peut pas exécuter correctement le code du constructeur de l'implémentation parce que la partie logique, donc la partie implémentation du contrat, la partie constructeur du contrat logique, donc du contrat d'implémentation, ne sera jamais exécutée dans le contexte du contrat proxy. Donc ça veut dire que pour résoudre ce problème finalement, il faut faire une fonction d'initialisation que tu appelleras après avoir déployé ton contrat et après avoir défini qu'il soit la nouvelle implémentation du proxy. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser le contrat initializable de OpenZeppelin, qui en fait permet de définir tout ça pour toi, d'avoir un constructeur finalement qui peut être appelé qu'une seule fois, alors que c'est qu'une fonction. Enfin, plutôt, je dirais, non, je vais changer mes explications. Je dirais plutôt que le contrat initializable permet d'avoir une fonction qui joue le rôle du constructeur, c'est-à-dire qu'il peut être appelé une seule fois. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je vais continuer l'analyse du code. Donc, on en était à la fonction init. On peut voir ici que si la max balance est déjà égale à 0, ça veut dire que le contrat a déjà été initialisé. Donc euh, ça permet en gros de jouer le rôle du contrat initialisable sans avoir à l'implémenter ici en faisant un héritage. Et donc ça veut dire que si ça passe cette condition, max balance prend la valeur de max balance passé en argument et honor prend la valeur du message.sender. Ensuite, on a un modifier qui s'appelle only whitelisted. Donc ce modifier-là permet de permettre à des fonctions d'être exécutées uniquement si la personne, donc le message.sender, est déjà sur la liste blanche, est déjà enregistré euh, dans le mapping ici whitelisted. Donc il est mis sur 4 fonctions. Les 4 fonctions ici, setMaxBalance, deposit, execute et multicall. Donc pour la fonction setMaxBalance, elle prend en paramètre un argument qui s'appelle maxBalance et peut être exécuté que par les gens qui sont en liste blanche. Et elle nécessite que l'adresse de 10.balance soit égale à 0, c'est-à-dire que le solde actuel du contrat soit égal à 0. Et si le solde du contrat n'est pas à 0, alors on peut mettre à jour maxBalance. Ensuite, il y a la fonction hideToWhitelist qui permet au owner, donc message.sender égale owner, d'ajouter une adresse passée en paramètre sur la liste blanche.
Puis il y a la fonction deposit. Elle permet aussi aux gens qui sont uniquement sur la liste blanche de déposer des fonds sur le contrat. Et la condition est que le solde actuel du contrat soit plus petit que max balance. Puis, on va incrémenter la balance du message.sender par la valeur de message.value. L'avant-dernière fonction est la fonction execute qui prend en paramètre 3 arguments, c'est-à-dire une adresse, un uint et un byte, qui est aussi exécutable uniquement par les gens sur la whitelist. Elle nécessite que le solde actuel du message.sender soit plus grand que ou égal à la valeur qu'il a passée en paramètre. Sinon, ça signifie qu'il n'a pas assez que son solde dans ce contrat intelligent-là n'est pas assez élevé. Ensuite, on décrémente son solde. Ensuite, on appelle l'adresse to en passant en paramètre, enfin en passant en value le paramètre value, donc en transférant le montant value, puis en passant en paramètre data, donc c'est-à-dire que le call data sera de la valeur de data. Ça, ces 3 lignes-là, c'est une bonne pratique en programmation parce que enfin en programmation blockchain parce que ça respecte le pattern, hem, comment ça s'appelle déjà? Check, effect, interact. En gros, d'abord tu vérifies que la personne enfin d'abord tu vérifies que là, c'est bon, la personne a assez de fonds, à transférer. Puis ensuite la partie effect, donc tu vas changer l'état, de la blockchain, donc tu vas changer le solde actuel de l'utilisateur. Puis tu vas exécuter la fonction, donc interagir avec une autre adresse, avec le point call. Alors donc ça, c'est une bonne pratique en programmation. En plus de ça, on peut voir ici il y a un require pour voir pour vérifier que le point call s'est bien déroulé. Maintenant, on passe à la dernière partie, donc c'est la partie qui nous intéresse le plus dans ce contrat, et c'est la fonction multicall. Cette fonction prend en paramètre un tableau de bytes qui est appelé data. Elle peut être exécutable uniquement par les gens qui sont sur la liste blanche, et elle définit tout d'abord une fonction deposit qu'elle met à false. Puis ensuite, pour chaque élément du tableau, donc à chaque itération, on va mettre dans la variable data en mémoire la valeur de data de i, donc la valeur de data à l'indice actuel. Ensuite, on définit une variable selector sur 4 octets, donc sur 32 bits. Puis ensuite, en assembly, on dit selector prend la valeur à l'emplacement mémoire de cette valeur-là. On verra après ce que ça fait, mais en gros, pour comprendre ça, on va devoir comprendre le call data, comment le call data est structuré et finalement à quoi fait référence data et à quoi fait référence A de data plus 32. Pour résumer cette ligne ici, je vais te simplifier ça en te disant que selector, en fait, c'est la valeur du sélecteur de la fonction qu'il y aura, qu'il y aura dans chaque élément du tableau data, en gros. Et si ce sélecteur est égal au sélecteur de la fonction deposit, alors ça passe la condition et ça exécute ces 2 lignes-là. Ça va vérifier que deposit called est à false, puis passer la valeur de deposit called à true. Donc ça signifie que si ton sélecteur ici, ton selector ici, a été 2 fois de la valeur du sélecteur de deposit, alors ça va déclencher une erreur. Et ensuite, donc les 2 dernières lignes permettent d'appeler ce contrat intelligent-là, donc le contrat puzzle wallet avec adresse de 10, et de faire un delegate call en passant en data les valeurs dans data de i, donc les valeurs dans le tableau data à l'indice actuel. Et dans notre cas, vu que on utilise un proxy pattern, quand on appellera la fonction multicall, en fait, on passera d'abord par le contrat puzzle proxy en faisant un delegate call vers le contrat
puzzle wallet. Donc ça signifie que ici, adresse de 10 vaudra, aura la valeur plutôt de puzzle proxy. Donc ça va faire un delegate call sur le puzzle proxy qui lui-même euh, appellera de nouveau l'implémentation. Donc c'est-à-dire le contrat puzzle wallet et qui appellera du coup une des fonctions dans ce contrat-là avec data de i. Bon voilà, donc ça fait une espèce de petite boucle. Ah oui, je l'ai pas dit, mais cette partie-là, on va voir après que je l'ai résumé dans un schéma qui est finalement ce qui se passe dans le cas normal. En gros, ça permet d'empêcher de déposer 2 fois de la valeur avec un seul message point value. En fait, bah, je vais t'expliquer ça maintenant. En fait, imagine que là, dans ton multicall, donc multicall, c'est une fonction qui permet d'appeler plusieurs fonctions en même temps de ce contrat intelligent-là. Et imagine que tu dises, du coup, bah, j'appelle 2 fois la fonction deposit. Étant donné qu'on est avec un call data, qu'on appelle ce contrat-là, puzzle wallet, avec un call data, le message.value ici, il ne changera pas parce qu'en fait, cette fonction-là va d'abord appeler une fois la fonction deposit avec message.value, puis il va rappeler de nouveau la fonction deposit avec le même message.value parce qu'on est dans un call data. Enfin, dans une même transaction plutôt. Donc le message.value, il change pas. Et ça cause un problème parce que ça veut dire que si tu appelles 2 fois la fonction deposit et que tu incrémentes 2 fois euh, la valeur du solde du message.sender, ben, tu auras pas transféré 2 fois les fonds, tu auras transféré qu'une seule fois les fonds parce que message.value n'aura pas changé du coup. Donc ça permet d'éviter ce cas-là. Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, en gros, ça permet d'éviter une sorte de duplication des fonds. Maintenant, du coup, on va passer à, à la solution. Je vais t'expliquer comment résoudre ce niveau. Mais on va voir dans la solution que, euh, en fait, on va réussir à bypass cette condition finalement, et donc à faire un double, comment dire, un double transfert de fonds pour un seul message point value. Enfin, on va réussir à incrémenter 2 fois notre solde du contrat avec un seul message point value. Voilà, donc avant de passer à la suite, je vais te montrer ce cas normal là, ce cas-là, sous forme de schéma. Donc en fait, on appelle le premier deposit, ça met la valeur de deposit called à true, puis on appelle le deuxième deposit, qui ne peut pas s'exécuter parce que la valeur de deposit called est déjà à true. Donc la transaction échouera. On ne peut pas exécuter le deposit. Maintenant, avant de continuer, je veux que tu comprennes cette ligne-là parce qu'en fait, finalement, la résolution du niveau, tout se joue dans le bypass enfin, dans la compréhension de cette ligne-là. Et pour réussir à comprendre cette ligne, il faut comprendre le call data. Le call data, c'est aussi le message.value, c'est-à-dire euh, les données qui seront transférées dans la transaction lorsque on appelle la fonction multicall. Non, lorsqu'on appelle plutôt le contrat puzzle wallet. En fait, euh, une transaction est généralement constituée au minimum d'un sélecteur de fonctions, puis de ses paramètres si la fonction appelée a des paramètres. Ça veut dire que là, quand le contrat intelligent sera appelé, euh, quand le contrat intelligent sera appelé et que tu veux appeler la fonction multicall, en fait, le call data, donc le message.data, contiendra le sélecteur de la fonction multicall suivi de ses paramètres. Mais ces paramètres, ils seront encodés. Et en fait, cet encodage-là, ben, il faut le comprendre pour comprendre qu'est-ce qu'il y aura, euh, dans la mémoire et qu'est-ce qu'il y aura dans data, qu'est-ce qu'il y aura dans data de i, etc. Et donc réussir les niveaux. Donc pour cela, je vais t'expliquer tout de suite, avec un exemple de transaction, qu'est-ce que contient le call data lorsque tu appelles la fonction multicall. Euh, pour le contexte, on va dire que on essaie d'appeler la fonction, on essaie de faire un multicall avec la fonction deposit uniquement. Enfin, pour ça, en fait, je vais simplifier mes explications et je vais faire en sorte que mon tableau contienne un seul élément. Donc c'est pour que tu vois un peu comment ça se passe. Donc les 4 premiers octets
contiendront le sélecteur de la fonction multicall. Ça, c'est normal. Ensuite, le call data contiendra le premier paramètre passé à multicall, c'est-à-dire qui contiendra le paramètre data, qui est un tableau. Et en Solidity, quand on passe un tableau, donc c'est-à-dire euh, une variable dynamique, eh ben ça suit des règles spécifiques d'encodage. Donc là, data, la valeur que tu auras transférée à data, imagine que tu lui transfères genre mince. En fait, data, tu vas lui transférer une valeur, voilà, des valeurs plutôt, mais dans notre cas, disons une seule valeur. Et en fait, cette valeur-là sera encodée. Cette valeur-là sera encodée de manière spécifique en suivant les règles d'encodage de Solidity. Donc je vais t'expliquer quelles sont ces règles. Comme data est un tableau, on va d'abord, plutôt que d'avoir directement sa valeur, on aura sa position. Je vais prendre un autre exemple pour ça. Imagine que là, j'appelle la fonction execute. Ben, un premier paramètre, c'est tout, donc c'est une adresse. C'est tout, donc c'est une adresse. C'est un type fixe. Donc ça veut dire qu'on aura directement la valeur de tout à cet endroit-là. Mais là, vu que c'est un élément dynamique, on va pas stocker sa valeur, on va stocker sa position en mémoire. Et sa position sera le premier élément finalement à la fin de tous les paramètres de la fonction multicall. Ici, comme on a un seul paramètre, ben, sa position, ça va être 32, parce que ça va être à la suite, ça va être à la suite de cet emplacement ici, donc de cette position dans le call data, c'est-à-dire 4 plus 32, donc 36. Mais euh, comme la position ici est calculée en ignorant les octets du sélecteur de la fonction de base dans l'entête, alors ça fera 36 moins 32, donc moins 4, donc 32. Donc ici on remplit 20, 20 en décimale qui signifie 32. Maintenant on connaît la position du début de la variable data. Et comme on le sait, data est un tableau. Un tableau, c'est dans ce cas-là, il est dynamique. Ça veut dire que il va aussi suivre les règles d'encodage d'un tableau dynamique en Solidity. Et en Solidity, pour encoder, pour encoder un tableau dynamique, on va d'abord mettre sa longueur, plutôt. On va d'abord mettre sa longueur dans le call data, puis ensuite sera suivi des valeurs de ce tableau. Donc comme j'ai un seul élément dans mon tableau, j'aurai qu'une seule valeur. Et ma valeur ici, c'est un byte. Et comme byte est aussi dynamique, il va lui aussi suivre les règles d'encodage de Solidity, qui dit que un byte doit d'abord contenir, enfin, dans le premier emplacement d'une valeur en byte, on doit avoir euh, la, la longueur de ce byte, puis la valeur de ce byte. Donc, c'est-à-dire, dans notre cas, ça sera la valeur du premier élément. S'il est moins grand, enfin, s'il est plus petit que 32 octets, alors on fera un padding de 0 à la droite de l'élément. Ah oui, donc ici j'ai mis en exemple en fait plusieurs éléments, mais si le tableau a plusieurs éléments, ben ils seront placés à la suite, et comme c'est des bytes, bah, ça sera sur 32 octets x 2, avec en première position la longueur de ce byte, et en deuxième position euh, la, la valeur de cet élément. Ah oui, j'ai dit 2 fois 32 octets, mais évidemment, ici, le byte il peut être plus grand que 32 octets, donc continuer plus loin finalement. Bon, je me doute que c'est pas super précis, les explications, et peut-être un peu flou, donc je vais prendre un exemple concret d'une transaction avec le multicall. Donc imaginons qu'on souhaite appeler la fonction deposit. On devra passer en paramètre euh, le sélecteur de la fonction deposit, bah, parce qu'on souhaite dire ici que on appelle la fonction deposit, et pour que ça comprenne que, enfin,
C'est comme ça qu'on appelle une fonction dans un call, dans un point call. Maintenant, du coup, on va voir la valeur que le call data prendra lorsque on passe en paramètre cette valeur-là et qu'on appelle du coup. Ah mince, j'ai mis deposit, mais non, c'est pas deposit théoriquement, mais c'est multicall. Donc, lorsqu'on appelle la fonction multicall avec en paramètre la fonction deposit, le call data aura cette valeur. Les 4 premiers octets correspondront au sélecteur de la fonction multicall, comme on l'a vu avant, donc c'est-à-dire cette valeur-là. Puis, à la suite, il y aura la position de data, car c'est un tableau. La valeur de la position de data est 20, parce que en décimale, 20, ça correspond à 32. Et comme je l'ai expliqué juste avant, le prochain élément démarre à la position 32, donc démarre à l'octet numéro 32 dans call data en ignorant le sélecteur de la fonction multicall. La suite correspond au début du tableau data. On stocke sa longueur car c'est un tableau, c'est-à-dire qu'un tableau est... Enfin, c'est un tableau dynamique surtout, donc dynamique. Et que bah, du coup, ça suit les règles d'encodage de Solidity. Oups là, je vais un peu vite. Et donc, à la suite, on aura le premier élément de ce tableau, c'est-à-dire le premier byte. Et comme c'est un byte, on va d'abord stocker sa longueur. Donc, euh, le byte en question ici est cette valeur-là. Et c'est sur 4 octets, parce que, euh, parce que D0, E30, DB0, en hexadécimal, c'est sur 4 octets. Et donc, une fois qu'on aura mis la valeur euh, dans les 32 octets qui suivent cette valeur-là, on pourra mettre la valeur du coup de bah, la valeur du paramètre. Enfin, le call data contiendra la valeur du paramètre à la suite, c'est-à-dire D0, E30, DB0. Donc, hop. Comme je l'ai noté ici, en fait, cette partie-là, vu que c'est le premier élément, vu que c'est un premier élément de data, en fait, ça sera la partie qu'on copiera en mémoire dans la valeur de tiré du bas data. Donc si je retourne dans mon code, cette partie-là ici, alors, je vais juste déplacer ma fenêtre. Donc cette partie-là ici correspondra à cette partie-là, c'est-à-dire qu'on met en mémoire la première valeur, enfin là dans notre cas c'est le premier élément du tableau data. Et, euh, et du coup, comme tu peux le voir ici, on stocke pas directement la valeur. On stocke, en fait, on va stocker d'abord la longueur, puis sa valeur. Et là, ça nous met du coup sur la piste pour pour comprendre ici pourquoi on a mis 32. C'est parce qu'en fait, du coup, je te donne la solution un peu avant, mais c'est parce qu'en fait, ici, du coup, on passe 64 bits et que la valeur de l'entête, donc du sélecteur de la fonction, est au, enfin, 64 octets, c'est 64 octets. Et là, le début de la valeur du sélecteur de la fonction est à l'octet numéro 32. Donc maintenant, je vais t'expliquer pas à pas la ligne selector prend la valeur de mload de add de data 32. D'abord, il faut comprendre l'opérateur, enfin l'op-code add. Add prend en paramètre, enfin prend deux paramètres. Et ces deux paramètres-là, ils doivent être dans la pile. Et quand l'opérateur add est exécuté, du coup ça va pop, ça va enlever les deux éléments de la pile, les additionner, prendre le résultat et le rajouter au-dessus de la pile. Donc en gros, dans notre cas ici, dans ce cas-là, ça va vider la pile et y rajouter 3, donc c'est-à-dire l'addition de 1 plus 2. La valeur, donc la valeur 3 ici qu'on aura, sera passée en paramètre au mload. Et le mload, ben, je vais t'expliquer tout de suite ce que ça fait.
le mload va lire la mémoire à la position de la valeur passée en paramètre. Donc, reprenons notre cas ici, où j'ajoute 1 plus 2. Imaginons que mload, on lui passe en paramètre 3, donc c'est-à-dire la valeur au-dessus de la pile qu'on a mise grâce au add, 3. Bah, en fait, ça va prendre la valeur à l'emplacement numéro 3, en mémoire. C'est important, le en mémoire. Là, on n'est plus dans le call data, on est en mémoire. Et quand je re-regarde ici là, et quand je regarde du coup le screenshot que j'ai pris ici de la documentation de mload, et ben on peut voir que ça va me retourner les 32 octets à partir de la position offset du coup. Offset c'est la position. Ce qui signifie que ça va prendre les 32 octets à la position numéro 3. Dans notre cas, on n'aura pas la position numéro 3, mais on aura la position data plus 32. Parce que en assembly, quand tu mets une variable comme ça retournera pas la valeur de cette variable, mais l'emplacement, donc la position de cette valeur en mémoire. Oui, en mémoire. Et data, comme on l'a vu, justement, est stocké en mémoire. Ici, là, data, c'est un type byte en mémoire. Si on avait juste mis mload de data, et ben en fait, ça aurait chargé ces octets-là. Parce que, comme on l'a vu juste avant, en fait, data était un byte, et bytes sont stockés, vu que c'est un élément dynamique, ils sont d'abord encodés en suivant les règles de Solidity. Et ces règles de Solidity disent que d'abord, on trouvera la longueur sur 32 octets, puis la valeur sur, puis la longueur à la suite de ces 32 octets. Donc si on met pas ça, en fait, ça va charger la valeur en mémoire de cette valeur-là, qui, qui, je rappelle, a été copiée en mémoire, hein. Là, on n'est pas dans le call data, en fait. Du coup, comme je le dis, en fait, si on met pas le 32, mload va charger, mince, cette partie-là, c'est-à-dire la longueur de la valeur data, tirée du bas data, et du coup, ça va pas. Parce que ça prend pas du tout le paramètre ça prend pas du tout le paramètre, en fait. Ça prend la longueur. Et donc, en ajoutant 32, ça va prendre en fait, ça va ajouter à la position 32, donc ça va prendre, mince, ça va prendre ces octets-là, ici, tout ça. Voilà. Et donc, quand on regarde ici la ligne selector prend la valeur de mload, ben, du coup, on sait que mload retourne 32 octets, mais selector est sur 4 octets parce que c'est un byte 4. Quand je retourne dans le code, ici, selector, c'est un byte 4. Et ben, en fait, ça va appliquer les règles de casting de Solidity en bytes, parce que finalement, on va transformer le type byte 32 en un byte 4. Et si tu te rappelles d'un niveau précédent, je crois que je l'avais expliqué dans un des niveaux précédents, la règle de casting. Un byte qu'on caste en un autre byte va uniquement garder les octets à gauche. Ça veut dire que là, je vais garder les 4 octets à gauche de la valeur de cette valeur-là, c'est-à-dire D0 E30dB 0. Et donc, c'est pour ça que dans le selector, on aura la valeur du selector de la fonction. Voilà pour les explications sous forme de schéma. J'espère que tu auras compris avec ce que j'ai fait. Un des points qui m'a posé le plus de problèmes, ça a été de comprendre que là, en fait, data correspond à un emplacement mémoire, et cet emplacement mémoire et la valeur à cet emplacement mémoire correspond à la copie des éléments du tableau de data.
C'est pour ça ici que j'ai copié cette valeur ici et que j'ai mis mémoire ici, parce que c'est plus dans le call data, c'est dans la mémoire. Donc passons à Remix. Donc tu vas voir dans Remix, j'ai copié la fonction multicall pour comprendre en temps réel finalement comment se déroule la transaction. Alors hop. Donc là tu peux voir je vais zoomer un petit peu. J'ai un contrat mload test qui du coup contient la fonction multicall. C'est vraiment la même que dans le contrat. Maintenant je vais sauvegarder pour compiler. Je vais publier ce contrat-là dans le réseau de test, enfin dans le réseau VM. Et voilà, ici multicall prend en paramètre une liste, enfin un tableau, pardon. Voilà, donc c'est un tableau. Si je reprends mon exemple précédent, donc qu'on a fait ici, on va passer en paramètre un seul paramètre qui est le sélecteur de la fonction deposit, ici. Je vais faire transact. Donc on peut voir que en effet la transaction se passe bien et que si j'avais mis et que je peux tester maintenant. Si je mets un deuxième, imaginons que je mette un deuxième appel à la fonction deposit, et ben ça va échouer parce que ici le if permet de protéger le double appel à la fonction deposit. Bon bref, je reviens sur ma transaction initiale. Attendez, hop. Voilà. Et je vais cliquer sur debug pour me permettre de voir toutes les variables. Alors j'espère que ça va pas gêner. Je pense que si je fais ça, ça ira. Voilà, pour l'écran. Donc là, ça nous a arrêté sur la valeur de deposit caled, mais moi je vais mettre plein de checkpoints. Alors, je vais les mettre partout finalement pour qu'on puisse voir bien ce qu'il faut. Voilà. Donc, next checkpoint. Voilà. Donc là, on est avant l'exécution de la ligne byte memory data. Et on peut voir que le paramètre. Alors, il faut que je zoome encore un petit peu. Voilà, je vais dézoomer ça. Voilà. On peut voir ici que data, du coup, correspond au paramètre passé dans ma fonction multicall. Et donc, sa longueur est de 1 parce qu'on a passé un seul élément. Et l'élément qu'on a passé est cette valeur-là. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, si j'avance et que je vais au next checkpoint, donc que je définis la valeur de data, de tirer du bas data, et que j'exécute ça, voilà. Maintenant, ma ligne a été exécutée, et si je regarde en memory, donc dans la mémoire, on peut voir ici que, on a des nouvelles valeurs. À l'emplacement 0,80, on a une valeur 4, et à l'emplacement A0, on a cette valeur-là. Et donc on peut voir ici que la valeur de data de i, donc à l'indice actuel, non pardon, on peut voir du coup que la variable tirée du bas data a été stockée en mémoire à l'emplacement 80, Parce que si je reprends ce que j'ai fait avant, comme je l'ai dit, ça a copié du coup la valeur du premier élément du tableau data, c'est-à-dire tout ça. Mince. Tout ça. La longueur du paramètre transféré, plus sa valeur, parce que c'est un byte, et que un byte est une valeur dynamique. Ce qui signifie que là, quand ça va exécuter, bon, ça m'a pas passé sur la ligne assembly, mais maintenant, ce que ça a fait quand ça a exécuté le mload, en fait, ça a pris la valeur de l'emplacement data. Data, et la valeur de cet emplacement, c'est 0x80, à laquelle j'ajoute 32.
32 en hexadécimal, c'est 20. Donc en fait, ça veut dire que je passe à mload la valeur 0x, enfin la valeur en hexadécimal à 0. Et A0, du coup, comme on peut le voir ici, correspond bel et bien à la valeur du paramètre que j'ai passé en paramètre à la fonction multicall. Et donc ensuite, ça fait le casting comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ça passe du coup la valeur de selector à la valeur qu'on a passée en paramètre. Voilà, donc si je continue, on peut voir que ça va passer le require et ça va passer la valeur de deposit called à true. On peut voir ici que deposit called est bel et bien à true. Donc là, si j'avais appelé une deuxième fois ma fonction deposit et que j'avais refait le débugage, bah en fait, cette ligne ici serait passée, mais cette ligne ici aurait retourné l'erreur. Voilà, j'espère que c'est clair du coup et que tu comprends réellement que fait cette ligne ici. Parce que finalement, c'était le plus dur à comprendre pourquoi on fait A de data de 32. Mload de A de data de 32. Donc je vais retourner sur Excalibro. Je vais essayer de pas m'attarder sur la solution parce que ça fait déjà un moment que je tourne, donc j'ai peur que la vidéo soit vraiment beaucoup trop longue. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc la solution à ce niveau, donc maintenant on va passer à la solution complète de ce niveau. Donc la première étape est de devenir le owner de Puzzle Wallet en s'enregistrant en tant que pending admin. Parce que ici, si tu te souviens de comment marche le delegate call, si je deviens le pending admin, eh bien, lorsqu'on fera un delegate call au contrat Puzzle Wallet, son slot 0 utilisera le même slot 0 que Puzzle Proxy, et donc la variable de owner utilisera le slot 0 ici, c'est-à-dire pending admin, donc tu deviendras, donc je deviendrai le owner de Puzzle Wallet. Maintenant qu'on est le owner du contrat Puzzle Wallet, on peut s'ajouter à la whitelist et on pourra accéder du coup à toutes les autres fonctions qui nécessitent d'être whitelistées. Une fois qu'on a fait ça, on pourra utiliser les fonctions multicall et deposit pour faire croire qu'on a déposé 2 fois plus d'Ether transmis. Donc maintenant, je vais passer aux explications de la vraie solution pour bypass le problème que j'ai expliqué juste là. Comme tu l'as compris, du coup, on peut pas appeler 2 fois multicall dans la fonction. Je vais prendre les schémas. Comme tu peux le voir, on peut pas exécuter 2 fois la méthode deposit dans le multicall. Donc la solution est d'appeler 2 fois les deposits dans 2 multicalls différents. Parce que la valeur de deposit called sera dans le premier multicall. Donc en fait, parce qu'en fait, ici, la valeur de deposit called sera indépendante des deux deposits. Donc en fait, on aura 2 fois la valeur deposit called. Donc en gros, on fait un multicall qui exécute deposit, qui passe la valeur de ce multicall là à true. Pareil pour cette transaction là, enfin pareil pour cet appel là. Et maintenant, quand on exécute les deux multicalls dans un seul multicall, en fait, la valeur de deposit called ne sera jamais changée parce que multicall, c'est pas la signature de deposit. Et donc, on réussira le niveau. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faudra récupérer les fonds et passer le solde du contrat à 0. Donc, en fait, comme je l'ai expliqué dans le point juste avant, ça permettra, on aura transféré 0,01 ETH, mais comme on a fait 2 fois le deposit, le contrat croira qu'on a déposé 0,002 ETH. Et comme le solde du contrat est de 0,002 ETH, eh bien, on pourra le vider entièrement en exécutant la fonction execute. Et donc, il restera plus qu'à exécuter la fonction setMaxBalance, parce que en exécutant cette fonction-là, hop, on peut voir que ça passera, parce que maintenant, le solde du contrat sera de 0, et donc on pourra changer max balance. Et en changeant max balance, et en regardant plutôt la valeur de max balance stockée dans Puzzle Wallet, on peut voir qu'elle est au slot numéro 1, mais vu que c'est un delegate call, ça va utiliser le slot numéro 1 de Puzzle Proxy, donc ça va changer la valeur de admin ici.
Voilà pour la solution du niveau. Maintenant je vais aller sur le site Ethernote, je vais ouvrir ma console et comme je l'ai dit, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour toi et je vais suivre les instructions que j'ai copiées dans mon Notion. D'ailleurs, tu peux accéder à la solution à l'écrit en cliquant sur le lien dans la description du Notion et évidemment, j'ai aussi un quiz pour ce niveau-là, que tu peux accéder grâce au lien, Brainscape dans la description aussi dans la description. Donc du coup, la première étape est de devenir le pending admin. Pour cela, il faut faire la signature. Il faut obtenir tout d'abord la signature de la fonction propose new admin. Parce qu'en fait, quand on fait contract.abi, on peut voir ici qu'on a toutes ces fonctions, mais que ces fonctions correspondent au contrat intelligent Puzzle Wallet et non au Puzzle Proxy. Ça veut dire qu'on va devoir appeler directement. On peut pas appeler directement avec contract. Le nom de la fonction Puzzle Proxy. Donc on va devoir faire une transaction à la main qui appelle la fonction propose new admin et qui lui passe en paramètre notre adresse. Donc dans mon cas, mon adresse. Pour cela, on va donc comme je l'ai dit, faire la signature de la fonction. Enfin, créer une variable qui correspond à la signature de la fonction sous forme d'objet JSON. Ensuite, on va créer une variable params qui contiendra les paramètres qu'on va passer à cette fonction. Enfin, à la fonction du coup propose new admin. Ensuite, on encode l'appel à la fonction avec web3.eth.abi.encode function call. Et encode function call prend en paramètre du coup un JSON de cette forme-là, qui contient du coup au minimum un type et un name. Et s'il contient des inputs, il faut mettre les inputs en deuxième paramètre de la fonction encode function call. Maintenant, quand j'exécute cette fonction, on peut voir que ça me donne un résultat que je vais devoir passer en data à ma transaction, à la transaction qui appelle l'instance. Et, et là, ça va pas exécuter une fonction de Puzzle Wallet parce que ici, quand Puzzle Proxy reçoit cette transaction, il va vérifier que il connaît bel et bien la fonction passée dans le function selector et il va voir qu'en effet, cette valeur-là correspond au sélecteur de la fonction propose new admin et donc il va l'exécuter. Donc entrée, ça exécute la transaction que je vais confirmer et donc pendant ce temps, je vais préparer la suite. Donc ensuite, l'étape 2 sera de s'ajouter à la whitelist parce que maintenant, on sera le pending admin de Puzzle Proxy, ce qui signifie qu'on est le owner du Puzzle Wallet. Donc maintenant, on peut appeler la fonction pour s'ajouter nous-mêmes sur la whitelist, donc contract.add to whitelist. Et l'adresse, ça va être player parce que je veux m'enregistrer je veux m'enregistrer sur la liste blanche. Ensuite, il va falloir transférer 0,01 ETH, comme je l'ai dit juste avant dans le schéma. Et pour cela, il va falloir faire une fonction deposit. Enfin, il va falloir appeler la fonction deposit dans un multicall 2 fois et passer ces 2 appels aux fonctions dans un nouveau multicall. Donc pour cela, on peut séparer cette étape en 3 étapes. Donc la première, créer l'appel à la fonction deposit. Pour cela, je vais encoder l'appel à la fonction. Voilà, donc là, j'ai converti en fait en faisant ça les données de l'encodage de la fonction deposit en bytes. Ça me permettra de le passer en argument à la fonction multicall. Donc la fonction multicall peut être appelée en définissant sa signature comme ceci.
puis en encodant, l'appel à la fonction du coup, multicall, en passant en premier paramètre à la fonction encode function call, la signature, suivi la signature en JSON d'ailleurs, suivi d'un tableau pour dire que, en fait, le premier tableau définit, les paramètres, donc param1, param1, param2, et cetera, param3 comme ça. Donc nous, le premier paramètre ici va être un tableau, parce que, multicall prend en paramètre un tableau, et dans ce tableau, on va mettre, la valeur qu'on a définie juste avant, c'est-à-dire, heu, la valeur du sélecteur de la fonction deposit, la valeur du sélecteur de la fonction deposit. Et enfin, du coup, on va faire l'étape 3.3 qui est, ah oui, j'ai pas fait entrer, voilà. Et maintenant l'étape 3.3 est d'appeler un multicall en passant en paramètre, 2 fois le bytecode obtenu à la suite de l'encodage, heu, de la fonction deposit dans la fonction multicall. Pour cela, on va faire, hop, ça, multicall, donc simple multicall data correspond à cette valeur ici, et je passe en valeur 0,001 Ether pour me permettre en fait, de déposer des fonds sur le contrat en lui faisant croire que j'en dépose 0,002. Voilà, donc j'exécute la fonction. J'ai juste oublié de copier cette ligne ici et de l'exécuter. Donc cette ligne-là me permet de transformer le bytecode de l'appel à la fonction multicall qui contient un appel à la fonction deposit en octet, donc de type byte. Et maintenant, du coup, je peux exécuter la fonction, comme j'ai dit juste avant, qui me permet de transférer des ethers en faisant croire au contrat intelligent qu'on en transfère 2 fois plus. Et ensuite, il restera plus qu'à récupérer tous les fonds du contrat et de changer l'adresse, notre adresse. Enfin la valeur de max balance. Ensuite, en copiant cette ligne ici, tu vas pouvoir te rendre compte que, tu as bel et bien 0,002 ETH stocké dans le contrat. Enfin, que ton solde du contrat est de 0,002 ETH, alors que tu en as transféré que 0,001. Il reste plus qu'à exécuter du coup la fonction pour retirer tous ces fonds du contrat afin de vider son solde. Et ensuite, pour la dernière étape, il faudra devenir un admin en passant en paramètre à la fonction setMaxBalance ton adresse, c'est-à-dire player. Et en exécutant ça, du coup, on va devenir l'admin. Voilà, il reste plus qu'à du coup soumettre l'instance et on aura réussi le niveau. J'en profite en même temps pour te dire que si tu es intéressé par du coaching en développement blockchain et que par exemple tu as des questions sur ce niveau ou d'autres niveaux même, de cette série Ethernote, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, afin d'accéder à du coaching. Et voilà, on a réussi le niveau.